Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre de la matière base de données. L'intitulé de ce chapitre est la gestion de bases de données et SIG. Donc vous êtes les L2 géologie de l'USTHB et vous avez cette matière en premier semestre. En deuxième semestre, je vais vous enseigner la géophysique. Donc on commence. Pour le sommaire, Oui, monsieur. vous aurez deux parties. Donc la première partie va contenir les intitulés suivants. Donc on va voir des notions de base de données, les principes du relationnel ou ce qu'on appelle le base de données relationnel. On va voir la mise en place d'une base de données, d'accord, avec quelques modèles, modèles de conception, modèles logiques, modèles de données, etc. D'accord? On va voir la conception d'une base de données et le langage SQL. Ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir le concept de base de données des systèmes d'information géographique, ce qui est appelé communément SIG. On va voir aussi les systèmes de projection et le géoréférencement, d'accord? On verra aussi la mise en place d'une base de données dans ce genre de système. Et enfin, on va voir le mode de présentation des données sous SIG. On va commencer par quelques notions de base de données. Qu'est-ce qu'une base de données? Tout simplement une base de données notée BD, d'accord? En anglais database, est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée avec le moins de redondance possible. D'accord? Donc c'est une entité, ça veut dire qu'il y a un support de stockage, d'accord? Ça peut être un disque dur, ça peut être un cloud, d'accord? Où on va stocker les données, d'accord? Et la façon de les stocker va être structurée, donc ordonnée avec, avec des permissions, avec une gestion automatisée, d'accord? La gestion va être assurée par un logiciel, etc. Avec le moins de redondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec le moins de redondance? Ça veut dire avec le moins de répétition. Les redondances sont les répétitions. L'utilité d'une base de données, à quoi ça va servir de faire une base de données? Donc, une base de données permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs. D'accord? Donc, vous avez besoin des données, vous pouvez les trouver dans une base de données. Donc, une consultation, pour faire une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits accordés à cette dernière. D'accord? Bien à ces derniers. Donc, bien sûr, il y a pas mal de sites internet qui proposent des données. Par exemple, vous pouvez aller sur le site de la NASA et télécharger pas mal de données. Mais attention, vous n'aurez pas tous les données. Il y a ce qu'on appelle des restrictions. Donc, il y a des droits. D'accord? C'est pour ça qu'on dit s'assurer des droits accordés à ces derniers. D'accord? Vous pouvez par exemple avoir des données juste pour les consulter, d'accord? Mais vous ne pouvez pas les changer. Cela est d'autant plus utile que les données informatiques sont de plus en plus nombreuses. Bien sûr, ici, pourquoi on fait une base de données? Parce que imaginez que vous ayez 3000 ou 5000 ou 50 000 données à manipuler. Ça va être vraiment difficile de faire ça Monsieur, manuellement. Oui, oui, je vous entends. Il y a un problème? vous êtes en train de... Je peux me parler d'accès, hein. Comment? Je vous entends pas. Monsieur, finalement, Il faut parler ou écrire sur le chat, d'accord? Donc vous avez quoi comme problème? le partage, il est bloqué. D'accord, ok. Donc je vais repartager.
D'accord, je vais arrêter. Je vais partager l'intégralité de mon écran. Comme ça, vous aurez l'écran en entier et non pas l'application PowerPoint. D'accord? Donc, bien sûr, c'est à votre niveau parfois. C'est la connexion qui est mauvaise. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Oui. Très Oui, bien. Très bien. Donc, je vais agrandir. Donc, je reviens. Donc, on a dit que c'est quoi l'utilité d'une base de données? Donc, je vous ai dit que vous avez à traiter parfois des milliers de données et ce n'est pas possible de faire cela à la main, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on utilise des logiciels qui vont faire la gestion ou la manipulation de ces données. Donc, une base de données peut être locale, c'est-à-dire utilisable sur une machine par un seul utilisateur, ou bien répartie, c'est-à-dire que les informations vont être stockées sur une machine serveur, on peut dire serveur, ou distante, d'accord, qui est accessible par un réseau, d'accord. Donc je peux mettre un ordinateur à ma disposition et je vais stocker des données à l'intérieur et je le connecte à un réseau Internet ou à un réseau local, par exemple à l'Internet ou à l'intranet, d'accord, un réseau local, et je peux partager ces données qui sont stockées sur mon ordinateur avec d'autres utilisateurs. L'avantage majeur de l'utilisation de bases de données est la possibilité de pouvoir accéder à plusieurs utilisateurs simultanément. D'accord? Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et les données que vous avez besoin sont chez une autre personne. Cette autre personne est dans un autre département. Donc si vous allez vers l'autre département, vous allez perdre du temps, vous allez marcher et peut-être vous n'allez pas trouver la personne ou peut-être il y aura une panne sur son PC, etc. C'est pour ça qu'on travaille sur des serveurs. Ce qu'on appelle des serveurs, c'est des grandes machines, d'accord, où on va stocker la donnée et elle peut être consultée par tout le monde. Donc je peux partager mon travail sur ces serveurs et tout le monde peut les consulter. Ou bien sûr, si c'est un travail confidentiel, je peux restreindre l'accès à certaines personnes et l'autoriser à d'autres. Voici un schéma d'une base de données, donc machine distante, on dit machine distante ou base de données sur réseau, d'accord? Donc vous avez une base de données qui est stockée sur un serveur, d'accord? Et un serveur, il a un gros disque dur, d'accord? Donc la base de données, elle est stockée sur ce serveur et ce serveur partage la donnée avec plusieurs clients. D'accord? On dit serveur-client, on dit relation serveur-client ou serveur utilisateur. D'accord? D'autres utilisateurs. Donc le serveur va fournir des services. C'est pour ça qu'on dit serveur-client. Donc le client sera servi par le serveur. Donc l'importance des bases de données en sciences de la Terre, à quoi ça va servir en sciences de la Terre? Donc c'est d'abord fournir une structure harmonisée pour les données géologiques. Vous êtes des géologues, vous allez décrire des types d'objets géologiques, par exemple des failles, par exemple des structures géologiques, par exemple des emplacements, d'accord? Donc tout ça, ces objets géologiques, vous pouvez les décrire avec leurs propriétés. D'accord? Et bien sûr, les relations qu'il y a avec d'autres valeurs. D'accord? Donc, on dit ici les relations avec des valeurs et standardisées. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire standardisé? Ça veut dire que ça va suivre une norme. Par exemple, moi, si je calcule l'azimut est par rapport au nord géographique. C'est ça la norme. D'accord? L'objet étant de permettre aux utilisateurs d'effectuer
une analyse très complète avec un système d'information géographique. Donc vous allez avoir à faire des cartes géologiques ou des cartes topographiques, d'accord, ou des cartes d'une entité physique, d'accord. Donc bien sûr, ces cartes en isovaleur vont vous donner euh, donc un schéma global. Mais si vous mettez par exemple le curseur sur un endroit, si c'est une base de données, donc si c'est une carte qui, on va dire, géoréférencée, il va vous donner des informations. Il va vous donner par exemple les coordonnées du point et la valeur de l'entité physique qu'il y a dans ce point. Donc, modéliser et simuler l'information géologique. Donc, ça peut se faire bien sûr en géologie, en géodynamique, en géophysique, en hydrogéologie, en géologie minière. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire une acquisition sur le terrain. D'accord? Je prends des appareils, je vais faire une acquisition de données et ces données, je vais les transformer en cartes et les cartes, je peux les transformer en un modèle, par exemple 3D, un modèle géologique qui donne plus d'informations sur la région où je travaille. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste des généralités, d'accord? Donc, la gestion de base de données, toujours. Donc, on fait la gestion des bases de données pourquoi? D'abord pour contrôler les données ainsi que les utilisateurs. Euh, Bien sûr, les besoins d'un système de gestion, c'est vite ressenti. Par exemple, imaginez que vous avez, on va dire, 3000 ou 4000 données que vous devez leur faire un traitement. D'accord? Sur Excel, vous pouvez le faire avec des formules, etc. Mais imaginez que ça dépasse la capacité de Excel. Bien sûr, il faut là ce qu'on appelle un logiciel. D'accord? Bien sûr, imaginez que vous avez des données qui sont confidentielles. Il n'y a que vous et votre patron qui peut les voir. Donc vous pouvez restreindre l'accès aux utilisateurs et laisser l'accès que pour vous et votre patron. Et là, on parle de gestion d'accès ou de contrôle de données utilisateurs. D'accord? La gestion de base de données se fait grâce à un système appelé SGBD, système de gestion de base de données. C'est très important. D'accord? Vous allez voir que le SGBD euh, est un ensemble de services d'application. D'accord? Donc, ou en anglais, DBMS. Donc, on dit Database Management System. D'accord? Donc, le SGBD est un ensemble de services. Donc, c'est des applications logicielles et permet de gérer les bases de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Il permet de gérer les bases de données. Donc, il va gérer les accès aux données. Donc, qui peut consulter les données, qui peut modifier les données, qui peut supprimer des données, etc. D'accord? Donc, on va parler d'insertion, de suppression, de modification, etc. Donc ici, voici un schéma de comment on schématise le système de gestion de base de données. En fait, le système de gestion de base de données est composé en trois parties. Donc la première partie, on dit que c'est, on va dire, je suis dans une application, d'accord? Je vais consulter la base de données externe et la base de données externe va être en relation avec la base de données interne. Et on va dire, c'est pas la base de données. Donc, on va avoir ici une interface. D'accord? Lorsqu'on parle de SGBD externe, on parle d'interface. Donc, ici, on gère les redondances. Donc, ici, la SGBD interne, le SGBD interne, donc le système SGBD interne, gère les redondances des informations. Imaginez que deux personnes
par exemple, vont consulter la même information en même temps. Bien sûr, il y a tout un système pour cela, ou bien deux personnes qui vont manipuler la même donnée en même temps. D'accord? Donc ici, il y a tout un système qui permet ce qu'on appelle la gestion de l'accès à l'information à travers une interface, etc. D'accord? On verra ça en détail après. Il y aura aussi le système de gestion de base de données externe. Donc il représente l'interface utilisateur. D'accord? Donc ici, en fait, ici vous avez externe, c'est par rapport à l'application. D'accord? Et ici, c'est par rapport à l'utilisateur. D'accord? Donc, le système de gestion de fichiers, il permet le stockage des informations sur un support physique. D'accord? Donc, ça va être des disques durs, plein de disques durs, liés l'un à côté de l'autre. D'accord? Et bien sûr, une fois l'application consulte ces parties du SGBD, bien sûr, l'information va être transmise vers un terminal. D'accord? Donc, vous avez l'application qui va gérer, d'accord, tout un système, et ce système est en relation avec une base de données qui est stockée sur des disques durs. D'accord? Et ça passe par un SGBD externe et un SGBD interne. Bien sûr, il y aura, et sur le disque dur, il y aura la gestion de fichiers. Voici les principaux systèmes de gestion de base de données. Donc là, on vous donne des exemples. D'accord? Vous avez le Bourlon Paradox, par exemple, le FileMaker, l'IBM DB2, vous avez Ingress, vous avez Interbase, d'accord? Vous avez Microsoft SQL Server, par exemple, Microsoft Access, Microsoft Fox Pro, MySQL, PostgreSQL, MSQL et SQL Server. Bien sûr, SQL Server, vous avez plusieurs versions. D'accord? SQL Server 8, 9, 10, 11, etc. D'accord? Donc ça dépend de l'année. D'accord? Vous avez aussi Oracle. D'accord? Vous avez Oracle. La maison qui fait Java, par exemple, c'est Oracle. Vous avez MongoDB, Sysbase, Relim, par exemple Cassandra, GraphSQL, CouchDB, Relax, etc. D'accord? Donc tout ça, c'est des marques d'applications qui font la gestion de bases de données. D'accord? Souvenez-vous, on a dit que le SGBD, c'est des logiciels ou des applications qui vont gérer un stockage de fichiers ou ce qu'on appelle une base de données. Les principes les principes de relationnel. Donc, une base de données va lier les informations entre elles. D'accord? Donc là, lorsqu'on va parler de relation entre les informations, on parle du relationnel. Donc le modèle relationnel est une manière de modéliser les relations existantes entre plusieurs informations. D'accord? Donc vous avez une base de données qui contient plusieurs informations et ces informations vont être liées entre elles. D'accord? Et de les ordonner entre elles. D'accord? Bien sûr, il y a une organisation, un tri, ce qu'on appelle un tri. Cette modélisation qui repose sur des principes mathématiques mis en place par Edgar Frankcode est souvent retranscrite physiquement, donc implémentée dans une base de données. Donc ici, là on parle de modèle relationnel de façon théorique, d'accord? Mais lorsqu'on va la voir d'une façon physique, on fait ce qu'on appelle l'implémentation. Donc l'implémentation, c'est le passage du modèle théorique vers le modèle physique. D'accord?
Donc ici, voici une modélisation théorique d'un modèle relationnel. D'accord? Donc vous avez par exemple ici un cours. Vous avez le numéro de cours, la salle, le titre, d'accord? Le jour, l'heure, le statut, etc. Ici, par exemple, vous avez l'étudiant, le nom de l'étudiant, l'adresse, date de naissance, d'accord? Donc, vous avez ce qu'on appelle entité est en relation avec cette entité. Bien sûr, la relation, ici, c'est suit. D'accord? L'étudiant suit le cours. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, Oui, monsieur. donc vous avez l'étudiant va suivre le cours. Donc la relation entre le cours et l'étudiant, ici, c'est suivre. D'accord? Vous avez par exemple le prof. D'accord? Ici, votre enseignant, le prof. Vous avez avoir le numéro du prof, le nom du prof, le numéro de son bureau par exemple, sa biographie ou son CV par exemple, etc. Donc c'est en relation avec le cours. Donc le cours, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le cours. D'accord? Le prof donne le cours. Donc la relation entre l'entité prof et l'entité cours, c'est donne. D'accord? Bien sûr, on aura aussi une légende. D'accord? Une légende. D'accord? Ici, vous avez entité. Comment on fait, on modélise une entité. Donc une entité, on donne le titre de l'entité ici, et les attributs et la clé. Ici, ce que vous avez ici comme étoile, ce qu'on appelle la clé. La clé, elle est unique, d'accord? Elle est unique pour chaque entité. Par exemple, pour vous, vous êtes des étudiants, la clé qu'on utilise pour vous, c'est votre matricule. Vous pouvez avoir des étudiants avec le même nom et le même prénom, mais ce qui différencie les étudiants qui ont le même nom et nom prénom, c'est leur matricule. Donc le matricule, pour vous, ça peut être une clé. Ça va différencier les entités entre elles. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc ici, vous avez et les relations. Les relations, on les met sous forme d'un losange. Donc les relations dans le modèle relationnel, on les représente sous forme d'un losange. Bien sûr, et les attributs, d'accord? On peut avoir les attributs sous forme d'une ellipse ici. Note P et note, d'accord? Donc ici, l'étudiant, il peut noter le cours comme il peut ne pas le noter, d'accord? Donc ça peut être une relation positive ou une relation négative, d'accord? Donc le diagramme entité-relation d'une base de données donc, est schématisé de cette façon d'une manière générale, d'accord? Très bien. Donc ici, vous avez un étudiant en relation avec un cours. D'accord? Mais ici, vous avez un seul prof en relation avec un cours. D'accord? Un prof, il peut faire plusieurs cours. C'est ça le n ici. N veut dire le nombre d'étudiants ou le nombre de cours ou le nombre de profs. D'accord? Très bien. Donc, définition d'une table. Donc, on va voir ce que c'est une table. D'accord? Les bases de données relationnelles. Donc, dans les bases de données relationnelles, une table est un ensemble de données organisées sous forme d'un tableau, où les colonnes correspondent à des catégories d'informations. D'accord? On va voir ça. Regardez. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Et la catégorie de cette colonne, c'est l'identifiant. La catégorie de cette colonne, c'est le nom. La catégorie de cette colonne, c'est la superficie. Et la catégorie de cette colonne, c'est le pourcentage, par exemple. D'accord? Donc, une colonne peut stocker des numéros de téléphone, un autre nom, une autre colonne peut stocker les noms, une autre colonne peut stocker l'identifiant, une autre colonne peut stocker l'adresse, une autre colonne peut stocker téléphone, etc. D'accord? L'essentiel, elle stocke des informations. Les lignes, les lignes à des enregistrements,
bien sûr, donc ici, les lignes, on les appelle les entrées. D'accord? Les lignes qui vont être dans les colonnes, on les appelle les entrées. D'accord? C'est des lignes d'enregistrement, d'accord? Où on va enregistrer la donnée et on les appelle les entrées. D'accord? Donc ici, chaque table est une implémentation physique d'une relation, d'accord? Entre les différentes colonnes, bien sûr. Chaque correspondance est définie par une ligne de table, d'accord? Par exemple, vous avez les coordonnées, longitude, latitude, altitude, d'accord? Donc les longitudes, latitude peuvent définir par exemple un point sur le globe terrestre. Donc elles sont en relation avec entre elles pour définir quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Donc les colonnes, je peux avoir une colonne longitude, une colonne latitude, une colonne altitude, d'accord? Et ces trois colonnes vont avoir des données. Chaque colonne va avoir des données, d'accord? Par exemple, longitude 3 degrés, latitude par exemple 36 degrés, d'accord? Altitude par exemple 500 mètres, d'accord? Donc ici, ces trois valeurs peuvent, par exemple, sont en relation entre elles, peuvent me définir un point. D'accord? Donc, la notion de table est apparue dans les années 1970 chez IBM. D'accord? Bien sûr, avec l'apparition de l'algèbre relationnelle, qui est une théorie de mathématiques. D'accord? Avec aussi les théories de l'ensemble. Donc, cette théorie a pour but d'éclaircir et de faciliter l'utilisation d'une base de données. D'accord? Donc ici, on va classifier les données. C'est pour ça qu'on dit théorie des ensembles. D'accord? Donc, voici l'exemple d'une table de données constituée de 4 champs. Donc, vous avez le champ identifiant, vous avez le champ nom, le champ superficie et le pourcentage. Par exemple ici, je vais identifier la première wilaya de Taman Rasset par exemple ici. Elle a une superficie de 557 906 km par exemple, kilomètres carrés, pardon. Et elle représente un pourcentage de 23,42% du territoire national. D'accord? Donc une colonne est appelée aussi un champ. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir dans cet exemple. Et bien sûr, là, lorsque je vais dire oui, là, est Taman Rasset, 557 906, etc., et 23,42%, ça, c'est des valeurs, on les appelle les entrées. D'accord? C'est les entrées. Et ici, ID ici, c'est une entrée aussi, mais elle différencie les autres entrées entre elles, ce qu'on appelle la clé primaire. Donc ici, le ID, c'est la clé primaire. Donc la clé primaire, dans une base de données relationnelle, une clé primaire est la donnée qui permet d'identifier de manière unique, je répète de manière unique, un enregistrement dans une table. D'accord? Donc vous avez une table de données ici. Imaginez ici, j'ai le même nom ici, la même superficie, d'accord, par exemple. Mais comment différencier les deux noms avec la même superficie? Donc en utilisant l'identifiant, le ID. D'accord? En utilisant l'identifiant, je peux donner par exemple, vous avez par exemple, j'ai deux étudiants qui ont le même nom et le même prénom. D'accord? Je vais stocker dans la première colonne le nom, la deuxième colonne le prénom. Mais comment je vais différencier les étudiants entre eux qui ont le même nom et le même prénom en leur attribuant une troisième colonne ou une première colonne, on va dire, qui va porter un numéro d'identifiant ou ce qu'on appelle la clé primaire. D'accord? Ça peut être aussi un matricule. D'accord? Une clé primaire peut être composée. Oui. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une question? Non. Très bien.
Donc, vous avez compris le principe de la clé primaire. Donc, la clé primaire va différencier les entrées. Les entrées, lorsque je dis entrée, c'est les lignes. D'accord? Va différencier les entrées entre elles. D'accord? Donc, une clé primaire peut être composée de plusieurs colonnes de la table. Oui, j'ai oublié de dire qu'on peut faire une clé primaire en deux colonnes. D'accord? Deux lignes distinctes de la table ne peuvent avoir la même valeur dans les colonnes définies comme clé primaire. D'accord? Donc ici, on vous dit deux lignes, ça veut dire deux entrées, d'accord, ne peuvent avoir la même clé primaire. Il est possible de définir pour une même table plusieurs contraintes d'unicité, mais au plus une seule clé primaire. D'accord? Donc ici, regardez, je reviens. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux par exemple ici mettre ID, 1, 2, 3, 4, et je rajoute une deuxième colonne pour le matricule d'étudiant. Donc je vais identifier l'étudiant avec son ID, son identifiant, mais aussi avec son matricule. Donc j'aurai deux clés primaires. D'accord? Et ça va me donner une unicité. Pourquoi? Pourquoi on fait ça parfois? Parce qu'on peut avoir des erreurs où le matricule est attribué à deux personnes. Donc, je continue. La clé primaire d'une table doit se placer sur des colonnes qui permettent d'identifier des lignes de la table. D'accord? Toutes les bases de données proposent des mécanismes qui prend en charge une numérotation utilisable pour les clés primaires. Donc une base de données qui est relationnelle, qui dispose de son application de gestion, d'accord, ne va pas se tromper sur la clé primaire parce que c'est automatisé. Donc c'est un logiciel qui fait la numérotation tout seul, d'accord. Il n'est pas nécessaire de définir un index sur les colonnes, d'accord, comme ici. Ici, on a mis un index, le ID ici. D'accord. Donc, euh, donc, je répète, il n'est pas nécessaire de définir un index sur les colonnes. Définissons la clé primaire, car un index implicite est associé à la clé primaire. Donc ici, on vous dit qu'il y a un index implicite, d'accord? Donc il est stocké dans la mémoire, cet index, qui va définir, on va dire, numéroter la clé primaire. L'ensemble constitué d'une clé primaire et d'une clé étrangère sert à établir des relations entre les tables. D'accord? Donc ici, il y aura une clé primaire, une clé étrangère. D'accord? Donc, on peut avoir une clé primaire et une clé étrangère. La première clé, c'est pour la gestion interne. C'est la clé primaire pour la gestion interne. Et la deuxième clé, la clé étrangère, c'est pour la gestion externe. D'accord? Je peux proposer des services en interne, mais à l'externe, ça va être d'autres types de services. D'accord? C'est pour ça qu'on peut utiliser deux clés. Donc, le modèle de données. Maintenant, on va parler de modèle de données. En informatique, un modèle de données, donc je pense que c'est la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui. Le modèle de données, peut-être on verra aussi le modèle physique aussi. Donc, le modèle de données est un modèle qui décrit de manière dont sont représentées les données, d'accord, dans une organisation, un métier, un système d'information, une base de données. Donc, le modèle de données, on vous dit que c'est la manière de représenter les données. Comment les données, je vais les représenter. D'accord? Donc, le terme modèle de données peut avoir deux significations. On vous dit ici, un modèle de données théorique, c'est-à-dire une description formelle du modèle mathématique, voire aussi modèle de la base de données. D'accord? Et un modèle de données instance. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire
c'est un modèle qui applique un modèle de données théorique. Donc, ça va être appliqué, d'accord, pour créer un modèle de données instance. D'accord? Une modélisation, on va faire ce qu'on appelle une modélisation sous forme d'instance. On va voir ce que c'est les instances. D'accord? Donc, le modèle conceptuel de données, donc le MCD. Donc ici, on a parlé de modèle de données, mais maintenant, ça va être le modèle conceptuel de données. Donc, en informatique, d'accord, le MCD, ou le modèle conceptuel de données, est une abréviation de, bien sûr, du modèle conceptuel de données. Il s'agit d'une représentation logique de l'organisation des informations et leurs relations. D'accord. Donc vous avez des informations qui vont être organisées, d'accord, mais d'une manière logique. Par exemple, je peux avoir des entrées, et ces entrées, je peux les classer. Je peux faire le tri de A à Z. Par exemple, si c'est des noms, je peux les classer par ordre alphabétique. D'accord? Si c'est des chiffres, je peux les classer du plus petit au plus grand. Ou bien du plus grand au plus petit. D'accord? Donc là, on parle de modèle conceptuel. Comment je vais formaliser les données dans mes tables. D'accord? Le modèle conceptuel de données a pour but de décrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation de données facilement compréhensible, permettant de décrire des systèmes d'information à l'aide d'entités. D'accord? Je vais dire par exemple, pour représenter une entité faille par exemple, je vais dire que faille, je vais la décrire avec, on va dire sa trace, ou sa direction, ce qu'on appelle sa direction, son pondage, son glissement, d'accord, son rejet, d'accord. Ça, c'est une entité faille. Je suis en géologie, je vais modéliser une faille, je peux la représenter avec ses attributs, d'accord. Les attributs, ça peut, bien sûr, la faille, je peux lui donner un nom, je peux l'appeler par exemple F1, d'accord. Je peux la situer, d'accord, à travers on va dire, sur la carte, à travers son azimut, son pondage, bien sûr, et je prends un point en surface. D'accord? Donc là, je suis en train de décrire comment la donnée va être stockée dans ma table. Le modèle logique de données, le MLD, d'accord? Le modèle logique de données est est une autre façon de représenter les données, d'accord? Mais cette fois-ci, il va décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation. D'accord? Donc, par exemple, pourquoi ici on vous dit sans faire référence à un programme de programmation? Souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé d'instances. En fait, les instances, c'est des instructions qu'on va faire pour consulter ou faire ou éditer ou faire de la suppression ou l'insertion sur une base de données. D'accord? Mais ici, dans le modèle logique, il n'y a pas de langage de programmation. Il s'agit donc de préciser le type de données utilisées lors du traitement. C'est tout simplement ça. On précise seulement le type de données. Donc le MCD, le MLD, donc on va les voir d'une façon générale. Donc le modèle conceptuel de données, d'accord? Donc le modèle conceptuel de données permet de modéliser la sémantique des informations d'une façon compréhensible par l'utilisateur de la future base de données, bien sûr. Aussi, il utilise le formalisme graphique, entité-relation. On l'a vu aussi tout à l'heure, ici. Ça, c'est le formalisme graphique, entité-relation. D'accord? Je reviens. Ne permet pas l'implémentation informatique de la base de données dans un système de gestion de base de données. Donc le modèle conceptuel, il est théorique. Donc il ne va pas me permettre de faire une implémentation informatique. Souvenez-vous, je vous ai dit
l'implémentation, c'est la partie physique. D'accord? Le modèle logique de données, d'accord, permet de modéliser la structure selon laquelle les données seront stockées dans la future base de données. Donc, comment je vais stocker mes données, de quelle manière, d'accord. Il est adapté à une famille de systèmes de gestion de base de données. Donc, ici, on vous dit le système de base de données dans le modèle MLD, il est relationnel. D'accord? Donc, si je parle de système de gestion de base de données qui est lié à un modèle logique de données, là, on parle du système de base de données, du système de gestion de base de données relationnel. Donc, on parle de MLD R, MLD relationnel. Donc, ici, il utilise le formalisme graphique MERISE. D'accord? On va voir ce que c'est le formalisme graphique MERISE. C'est ça, ce qu'on a vu ici. Ça, c'est le formalisme MERISE. D'accord? Donc, c'est le formalisme graphique pour les entités et les relations entre les entités. D'accord? Donc, vous avez une entité qui va être en relation avec une entité. Bien sûr, l'entité, elle est constituée de son nom, de son attribut, une clé primaire. La relation, on la met graphiquement dans un losange. Et les attributs, d'autres attributs externes, on peut les mettre sous forme dans une ellipsoïde. D'accord? Donc ici, je reviens. Donc ici, on vous dit qu'il utilise le formalisme graphique MERISE et permet l'implémentation de la base de données. Donc le MLD, contrairement au MCD, peut être implémenté. Qu'est-ce que ça veut dire implémenté? Ça veut dire qu'il peut être mis physiquement sur une machine. D'accord? Il peut être stocké physiquement ou sur une machine. D'accord? Maintenant, on parle de modèle de physique de données. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? On va voir ici le modèle physique et on termine. D'accord? Donc, le modèle physique de données est constitué de tables relationnelles. D'accord? Aussi d'attributs. Bien sûr. Ces attributs sont typés. D'accord? Lorsqu'on parle d'attributs typés, donc ça peut être une clé primaire, d'accord, ou ça peut être des clés étrangères, d'accord. Donc une clé primaire, elle identifie de manière unique chaque occurrence de la table, d'accord. Une clé primaire, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est une entrée. Regardez, je reviens en arrière. Ici, entité, il y a des attributs et une clé primaire, d'accord. Souvenez-vous, je vous ai dit, par exemple, si je prends le nom de l'étudiant ou le prénom de l'étudiant, nom et prénom de l'étudiant, je peux rajouter une clé primaire, son matricule. D'accord? Je vais écrire ici entité, je vais écrire étudiant. Dans les attributs, je vais mettre le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, etc. Et pour la clé primaire, je vais prendre le matricule. D'accord? Les autres attributs peuvent être considérés, d'accord, comme on va dire, comme une clé étrangère. D'accord? Les clés, les clés étrangères ou plusieurs, donc éventuellement une ou plusieurs clés étrangères. Donc, dans le modèle de données, dans le modèle physique de données, on peut trouver d'autres clés qui sont étrangères. Et donc, c'est des clés primaires dans une table. D'accord? Donc ici, clé primaire dans une autre table. Les types de données peuvent varier selon un système de gestion de base de données. Donc ici, on vous dit que ces clés étrangères, en réalité, peuvent être des clés on va dire, d'une autre entité. D'accord? Vous avez une colonne qui va représenter une entité. D'accord? Et une autre colonne qui va représenter une autre entité. Ou bien vous avez un ensemble de colonnes qui va représenter une entité. D'accord?
et un autre ensemble de colonnes qui va représenter une entité. Et dans la première entité, j'ai une clé primaire. Dans la deuxième entité, je peux avoir aussi une clé primaire. Mais la clé primaire de la deuxième entité, je peux l'insérer aussi dans la première entité. D'accord? Vous avez deux entités différentes. Vous pouvez introduire la clé de chacune d'entre elles avec les attributs. D'accord? Et vice-versa. Donc ici, le modèle physique de données. D'accord? Ici, on vous montre un type de modèle physique de données. Regardez. Vous avez ici type, valeur minimale, valeur maximale. D'accord? Par exemple, je peux avoir un type de données sous format bit. Donc 0 ou 1. D'accord? Sous format booléen, par exemple. Vrai ou faux. D'accord? Sous format entier. Int, c'est entier. D'accord? Sous format réel. Float. D'accord? Ou sous format réel double. D'accord? Double. D'accord? Format décimal. Format numérique. D'accord? Donc je peux avoir plusieurs types de données. D'accord? Il y a le format alphanumérique. D'accord? Donc, je continue. Donc ici, regardez. Lorsque je vais écrire alpha, c'est une chaîne de caractères alphanumérique. Donc ici, ce que vous avez ici, la valeur min et la valeur max, c'est ce que peut supporter un ordinateur. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que peut supporter un ordinateur comme données? D'accord? Donc ici, alpha, donc une chaîne de caractères alphanumérique. Bien sûr, ici, avec l'avènement de l'informatique, ces chiffres ont bel et bien augmenté. D'accord? Je reviens en arrière. Donc, alpha est une chaîne de caractères alphanumérique. Donc, de 1 à 255 caractères en fonction des champs. D'accord? Vous pouvez avoir un format texte, un format date, un format heure, un format booléen, vrai ou faux, un format entier, d'accord? Vous pouvez avoir un nombre entier. Attention, en informatique, il y a les entiers courts et les entiers lents, d'accord? Les entiers lents sont formatés en 2 puissance 16. Ça, c'est leur formatage, d'accord? Les entiers, ça c'est les entiers courts. Les entiers lents sont formatés en 2 puissance 32. D'accord? On peut avoir des formats réels avec la virgule. D'accord? On peut avoir des formats complexes avec une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord? On peut avoir pas mal de sortes de formats de données. D'accord? Là, on parle de format de données. Le formatage de données va être sous quelle forme? D'accord? Donc ici, on va arrêter ici. On ne va pas aller plus loin. Donc ici, voici quelques formatages de données. D'accord? Donc, la prochaine fois, on va voir la transformation vers le modèle logique de données. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, merci. Je vais vous envoyer ce PowerPoint et vous allez le lire doucement. Mais je vous enverrai aussi la vidéo. Essayez de la revoir, d'accord? Donc la prochaine fois, on va commencer à partir d'ici. Donc transformation vers le modèle logique des données. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Donc je vais m'entendre avec la déléguée. Peut-être on fera des séances de rattrapage. Donc si ça ne vous dérange pas, bien sûr, durant la première semaine des vacances, de votre vacances. Et on fera deux séances la première semaine de janvier, d'accord? Et bien sûr, la deuxième semaine de janvier, je vous donnerai, on fera votre examen. Votre examen, ça va être sous forme de projet, d'accord?
D'accord, monsieur. Ça peut être, D'accord, monsieur. ça peut être sous forme de projet, comme ça peut être sous forme d'un examen. Je verrai avec les autres sections. D'accord? Parce que c'est pas moi qui décide de la façon de faire l'examen. Il faut que je consulte la section A, la section B, et bien sûr pour voir est-ce qu'il y a possibilité de faire un examen commun ou bien on le fera sous forme de projet. D'accord? Donc sur ce, je vous dis au revoir et je reste en Au revoir, contact avec monsieur. votre délégué pour programmer la prochaine séance. Allez, au revoir. Au revoir, Au bonne revoir, journée.